Je crois que dans toutes les discussions à venir, la situation de Jérusalem restera au cœur des échanges parce que c'est une question qui est véritablement fondamentale pour Erdogan. Bonjour Boker Tov, Emmanuel, heureux de vous retrouver sur Radio Kalita, et les circonstances bien entendu sont extrêmement compréhensibles puisque on voudrait avec vous essayer de débriefer d'une certaine manière la visite du président israélien Yitzhak Herzog mercredi et jeudi dernier en Turquie, à Ankara et à Istanbul. Alors, on a vu ces images de la poignée de main, on va dire une poignée de main relativement froide, on va dire pas véritablement d'effusion de chaleur entre Yitzhak Herzog et Tayyip Erdogan, mais apparemment Erdogan ne sourit jamais lorsqu'il reçoit des invités dans son palais présidentiel. Qu'est-ce que les Israéliens, à votre avis, ont à chercher en Turquie aujourd'hui, et pourquoi aujourd'hui Tayyip Erdogan se rapproche d'Israël alors que pendant plus de 10 ans, plus de 12 ans, il n'a cessé de critiquer la politique de l'État d'Israël? Alors, effectivement, du côté israélien, on peut s'interroger puisque actuellement, on estime, d'un point de vue diplomatique, que Jérusalem est en position de force. L'équilibre s'est inversé par rapport à il y a quelques années, où Israël se retrouvait isolé diplomatiquement. Et depuis les accords d'Abraham, les accords avec le Maroc et la politique, il faut bien l'admettre, de Donald Trump, a donné une position importante aussi bien d'un point de vue régional qu'international à l'État hébreu, qui pour autant cherche toujours à normaliser ses relations avec l'ancien allié diplomatique, géostratégique et économique qui était la Turquie. N'oublions pas que ce pays a été le premier des États musulmans à reconnaître l'État hébreu en 1949 et l'un des premiers à mettre en place une politique de défense commune et une politique économique de collaboration dès les années 80, époque de Turgut Özal, et puis ça s'était davantage enrichi dans les années 90. Côté turc, en revanche, il y a un véritable intérêt. La politique d'Erdogan a été un échec total concernant effectivement la question palestinienne, sa volonté de se placer en position de force en tant que leader des États musulmans. On voit que les États arabes n'ont pas été si attentifs aux tentatives de rapprochement d'Ankara depuis un certain nombre d'années. Les Palestiniens, finalement, n'ont pas vu leur cause avancer et la tentation d'Erdogan de s'imposer comme un nouveau calife, si on peut utiliser la métaphore, a été d'une certaine façon un véritable échec. Par ailleurs, la politique économique est un fiasco total. La livre turque a perdu 50% en un an par rapport au dollar. Il y a une inflation galopante, le taux de chômage explose et désormais, les chiffres sont au rouge, notamment en matière de logement, d'électricité, de consommation. La Turquie vient d'être placée, même en janvier, dans les États atteints de la sous-nutrition. On voit des files de populations pauvres, même dans les grandes villes, devant les lieux de distribution de pain, parce que les classes moyennes, et les plus pauvres, évidemment, qui sont avec un salaire moyen de 200-300 euros, peinent à nourrir leur famille. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé chez Tayyip Erdogan pour ce changement entre le moment où il était hyper puissant, et on va dire peut-être autour de ce coup d'État qui a tenté de le déstabiliser, et la période actuelle? Qu'est-ce qui s'est brisé chez Tayyip Erdogan? Eh bien, comme le dit le politologue et l'économiste Ahmed Yinsel, c'est surtout la crise économique qui est à l'origine de ce revirement. Un revirement diplomatique qui s'explique donc par la crise, cette crise tragique qui est en train d'être vécue par presque 100 millions de Turcs. Mais est-ce que c'est une erreur, cette crise économique au niveau diplomatique, dans la mesure où les relations avec la Russie se sont tendues ces dernières années? La Turquie aimerait exploiter des plateformes offshore au niveau gazier en mer Noire. Et si la Russie venait à prendre possession
l'intégralité de cet espace maritime, ce qui semble être envisagé par Poutine, eh bien, ça bloquerait un accès futur de la Turquie à ce gaz. Donc, en faisant passer le gazoduc israélien qui était initialement prévu par son territoire, Ankara espère peut-être obtenir des contreparties, aussi bien diplomatiques, géostratégiques, mais aussi peut-être une redistribution à un prix favorable de ce gaz qui lui serait tant utile d'un point de vue énergétique. Est-ce que on voit que la situation, elle est bien, c'est bien une démarche d'intérêt de la part de Tayyip Erdogan. C'est parce qu'il est donc dans une situation périlleuse sur le plan diplomatique et sur le plan économique qu'il tente de se rapprocher d'Israël. Mais finalement, quelle garantie peut-il offrir à Israël de maintenir une politique de rapprochement? Parce qu'il y a déjà eu en 2016 on va dire une sorte de réconciliation qui avait avec 20 millions de dollars à la clé pour les victimes du Marmara, et finalement 2 ans plus tard ça a capoté. Tout à fait, c'est effectivement une politique très aléatoire. Donc Israël en a, j'imagine, parfaitement conscience, puisque ça n'est pas la première fois que ça capote. On se souvient qu'au cours des 14 dernières années, les relations entre les deux États ont été particulièrement tumultueuses. Ça faisait d'ailleurs 14 ans qu'aucun chef d'État ou, on va dire, haut dignitaire de l'État hébreu ne s'était rendu à Ankara en visite officielle, depuis Ehud Olmert. On se souvient de ce qui s'était passé à Davos en 2009, puis le Madi Marmara l'année suivante, des relations très tendues dans les années 2010 jusqu'à à peu près 2020, qui sans doute fait peur aujourd'hui à Erdogan. Premièrement, c'est le risque de ne pas être réélu en 2013, donc il y a des élections présidentielles dans quelques mois. La génération dite Erdogan, en 2023, qui n'a connu que ce chef d'État depuis 20 ans, eh bien, n'est pas particulièrement disposée à revoter pour cet individu qui s'est montré assez autoritaire et dont les chiffres, comme on l'a dit, sont au rouge. Et donc cette jeunesse est désabusée puisqu'elle n'a pas de travail. Et il essaye, par cette tentative de rapprochement avec Israël, de recréer une dynamique, sachant qu'avec les États musulmans, ça n'a pas fonctionné. Quelle est la place des accords d'Abraham dans ce rapprochement souhaité par Erdogan ? À mon avis, il n'y a pas de place véritable. Au contraire, c'est une défiance. C'est-à-dire que Erdogan voit que les Arabes ne l'ont absolument pas inscrit dans la politique régionale. Ils se sentent totalement isolés. On s'éloigne d'un retour possible de domination turque sur le Moyen-Orient, ce qui était souhaité par Erdogan depuis 20 ans. Cette volonté de s'imposer aussi bien dans la question syrienne que dans la question palestinienne, comme un leader du monde musulman. Il pensait en cela être rejoint par les autres États islamiques. Ça n'a absolument pas été le cas. Et donc, il faut changer de politique. Parce qu'Israël s'est rapproché de l'Europe, surtout de Chypre et de la Grèce, pour faire transiter son gazoduc à destination de l'Europe. Cette découverte de gaz en Méditerranée orientale par l'État hébreu a été une véritable aubaine. Parce que beaucoup de nations se sont rendues compte de la puissance énergétique de ce petit acteur régional dans le domaine, qui du jour au lendemain pourrait devenir indépendant. Donc les États arabes voient qu'ils n'ont plus ce moyen de pression. Ils ont donc conclu, dans le cadre sous le giron, on va dire, des États-Unis, eh bien, des accords, parce qu'ils voient qu'ils n'ont plus cette mainmise sur l'énergie qu'ils pouvaient posséder comme monnaie d'échange auparavant. Et la Turquie doit se repenser aussi diplomatiquement et économiquement dans ce cadre-là. Alors on a vu lors des déclarations communes de cette conférence de presse entre Yitzhak Herzog et Tayyip Erdogan que le président turc brandissait à nouveau l'étendard de la cause palestinienne. Et là on peut se poser une question. On sait que la Turquie au cours des dernières années est devenue une sorte de parrain du Hamas, et on se demande est-ce qu'il y a une possibilité pour que Tayyip Erdogan, dans le cadre de ce rapprochement avec Israël et en échange justement d'une volonté favorable d'Israël de faire passer le gazoduc israélien sur le territoire turc, eh bien puisse prendre se démarquer d'une certaine manière de la politique du Hamas et du Hamas lui-même, jusqu'à voir expulser une partie des leaders du mouvement qui se sont installés à Ankara ou à Istanbul? C'est très compliqué à dire parce que Erdogan est à la fois un homme politique, pragmatique, qui souhaiterait
à la manière d'un Poutine, marquer son temps et ne pas partir sur une note négative. Donc 2023 est une échéance très importante. Il l'a en ligne de mire. Pour autant, c'est aussi un leader musulman qui, on le voit par exemple sur le refus de mettre en place un certain type de taux d'intérêt au regard de l'islam, selon ses propres allégations, veut se positionner en tant que référent islamique. Et donc abandonner la nation palestinienne à ce titre, et surtout tourner le dos au Hamas pour des motivations purement économiques, pourrait être très mal perçu par la branche conservatrice qui l'a soutenu au cours des 20 dernières années. Donc c'est très difficile. D'un certain côté, il va vouloir flatter un électorat pour 2023, un électorat qui n'est pas forcément islamiste, et d'un autre, il doit ménager ses soutiens qui, eux, vont tout faire pour que les relations avec le Hamas continuent de se maintenir. Et donc, c'est la raison qui peut expliquer qu'il en a parlé, mais finalement de manière très très courte au cours des 2h30 d'échanges qui ont eu lieu entre Isaac Herzog et Erdogan avec son administration au cours de la semaine. Ça veut dire, Emmanuel, qu'en fait, on peut dire aujourd'hui que la Turquie, qui voulait jouer un rôle majeur à Jérusalem, et en particulier sur le mont du Temple, qui a acheminé des manifestants turcs sur l'esplanade du mont du Temple pour, d'une certaine manière, attiser la tension sur place, eh bien, aujourd'hui, est prêt à adopter une politique de retrait à ce niveau-là. Elle renonce d'une certaine manière à vouloir s'imposer comme étant le facteur dominant sur le mont du Temple? Alors, renoncer, je ne pense pas. Je crois que dans toutes les discussions à venir, la situation de Jérusalem restera au cœur des échanges parce que c'est une question qui est véritablement fondamentale pour Erdogan. Jérusalem a été mise à l'honneur par les Ottomans et avant eux par les Seldjoukides. C'est-à-dire que c'est vraiment les Turcs qui ont fait de Jérusalem la troisième ville sainte de l'islam. Bon, si on écoute effectivement certains islamologues, on pourrait considérer que Jérusalem intervient déjà dans certains écrits à partir du 7e, 8e siècle. Mais c'est clairement la politique zenghide au 12e, 13e siècle et par la suite la politique de Soliman le Magnifique qui a fait de Jérusalem un lieu saint du monde musulman, un lieu important. Donc, dans cette continuité historique, Erdogan ne peut pas renoncer totalement à la domination islamique sur cette ville sainte. Et donc, ça reviendra de manière fréquente, que ce soit pour soutenir les Palestiniens ou pour en faire une ville au statut international. Je pense qu'il ne va pas y renoncer totalement. Mais probablement, comme à d'autres périodes au cours des années passées, eh bien, il le dira de manière moins frontale, moins violente. On se souvient de mots très, très malheureux qui ont été prononcés, par exemple, en 2018, lorsqu'il a parlé de puissance démoniaque, lorsqu'il a accusé Israël de génocide, lorsqu'il a qualifié ses homologues de soutien d'un État terroriste dans l'État hébreu. Bon, des mots qu'il veillera peut-être à ne plus employer au cours des échanges ultérieurs, d'autant que deux de ses ministres, le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, et le ministre des Ressources et de l'Énergie, Dolmez, doivent dans quelques semaines, a priori, d'après les déclarations récentes, se rendre en Israël pour poursuivre les échanges. Alors une dernière question, Emmanuel. On a vu aussi cet office tout à fait solennel et assez impressionnant dans la grande synagogue d'Istanbul à Neve Shalom, au cours duquel le président a été accueilli, il est monté à la Torah. On a vu cette communauté juive qui a été marquée à plusieurs reprises au cours des dernières décennies par des attentats et qui a été affectée. Et on peut se poser une question, surtout lorsque l'on est sur Radio Kalita, pourquoi finalement on a le sentiment que cette communauté juive, y compris actuellement dans cette période, alors qu'il y a, on va dire, un joug de Tayyip Erdogan, alors qu'il y a énormément de difficultés économiques, eh bien, on ne la voit pas véritablement monter en Israël, on ne la voit pas quitter le pays pour se rendre en Israël. Comment expliquer cela, alors que la proximité avec l'État d'Israël est évidente? Alors, je serais plus nuancé.
Effectivement, les Turcs ne sont pas des sionistes fervents, si c'est ce que vous sous-entendez. Pour autant, il y a quand même quelque chose comme 300 000 personnes, 280 à 300 000 personnes qui se revendiquent d'une origine turque dans l'État hébreu. Beaucoup de départs ont eu lieu au cours des dernières années, mais il est vrai que l'État d'Israël n'est pas la préférence ou la première destination choisie par les migrants. Il y avait, il y a encore une vingtaine d'années, 23 à 25 000 juifs en Turquie d'après les chiffres officiels. Aujourd'hui, il serait peut-être 14 500 ou 15 000. Donc, on voit effectivement un décroît de cette communauté qui est en perdition. Mais c'est toujours difficile de donner des chiffres parce que les juifs turcs se sont généralement montrés discrets et peu religieux. Hein, il faut bien le dire. Les synagogues sont pas les plus pleines du monde occidental. Hein, les juifs turcs sont assez assimilés, sont bien intégrés à la société turque et ils ont été affectés effectivement par un certain nombre de tragédies. On se souvient en 86, en 92 et encore en 2003, 3 attentats qui avaient frappé la synagogue Neve Shalom dont vous venez de parler, qui est la grande synagogue équivalent de la synagogue de la Victoire à Paris, c'est-à-dire celle où se retrouvent les autorités au moment des grandes cérémonies officielles. Mais c'est une communauté qui va avoir davantage tendance à partir vers le continent nord-américain, vers les États-Unis, le Canada. Beaucoup de juifs turcs sont installés dans ce pays notamment. Dans les années 20-30, c'était plutôt la France qui avait la préférence. La synagogue de la Roquette, par exemple, à Paris, qui avait été fondée par une communauté juive turque. Je suis moi-même maintenant installé à Marseille, où il y avait une communauté turcophone et ladinophone très importante jadis. Mais c'est vrai que voilà, Israël n'est pas la destination préférée. La destination privilégiée. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Attias d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes historien spécialiste de la Turquie. Merci pour ce tour d'horizon à l'issue de cette visite, on peut dire historique, du président Herzog en Turquie la semaine dernière. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Shavuot Tov, à bientôt. Merci à vous, Shavuot Tov, au revoir.